L'objet de notre rencontre aujourd'hui, je voulais que, parce qu'on peut pas, c'est difficile de parler d'autre chose que ces temps particuliers que nous vivons, et je souhaitais que l'on puisse prendre un peu de hauteur tous ensemble sur ce qui est en train de se passer, débattre un peu de comment on voit les choses et comment elles risquent d'évoluer dans les prochains jours, semaines, voire mois. Mais si le premier slide que vous avez sous les yeux, il y a écrit dessus silence, c'est parce que vous avez peut-être remarqué que bien que nous ayons organisé des webinaires, etc., que moi personnellement, je voulais pas m'exprimer trop tôt sur le sujet, euh, euh, mais parce qu'il faut avoir un peu de recul, un peu d'humilité, je crois, et un peu de modestie. J'ai vu que tout de suite, dès le coronavirus et le confinement, tout le monde avait des avis, et j'étais très surpris que les gens puissent exprimer des avis aussi vite, aussi rapidement dans une période qui est absolument inédite dans l'histoire de l'humanité, à une échelle tout à fait universelle. Et je ne savais pas moi-même quoi en penser. Les premiers webinaires ensemble, c'était simplement pour que nous nous orientions tous sur ce qui me semblait, et ce qui me semble toujours concrètement faisable, c'est-à-dire renforcer le système immunitaire. Mais que penser de cette pandémie, de cette crise que traverse l'humanité aujourd'hui? Je souhaitais me donner au moins un mois et demi pour avoir les idées un petit peu claires, voir ce que disent les informations que l'on a sur ce virus, les chiffres de temps en temps, et de me forger un avis qui soit personnel et non pas un avis qui puisse être influencé par ceux des autres. Ce que nous vivons mérite le silence, en tout cas a mérité le silence me concernant pendant quelques semaines. Non, voilà, simplement parce que c'est digne d'une fiction, et on sait quoi penser d'une réalité, mais on ne sait pas toujours directement quoi penser d'une fiction, parce que la fiction, par définition, c'est pas la réalité. Sauf que cette fois-ci, c'est notre réalité. Vous avez tous les avions du monde qui sont cloués au sol, 4-5 milliards d'humains qui sont confinés chez eux, la Terre qui respire mieux, 60% de pollution en moins à Casablanca, le Tibet visible pour la première fois depuis 60 ans depuis l'Inde. Enfin, il se passe des choses assez, euh, Ah, assez extraordinaires. Chacun va faire son jugement là-dessus, mais en tout cas, je crois que ça mérite respect. C'est un virus qui, bien qu'il puisse causer de la souffrance, voire de la mort, mais sur l'échelle universelle, il a absolument, personnellement, tout mon respect. Il a réussi à imposer ce que aucun gouvernement, aucune fondation, aucun mouvement, aucune association, aucun homme politique n'a pu réaliser, même à 0,1%. Et donc rien que pour ça, cette chose subtile qui est quasiment invisible, qui est un virus, nous impose un mode de vie pour lequel se sont battues plusieurs générations pendant plusieurs décennies, et ça a été possible en quelques jours. Ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est en 5 points. D'abord, quelques observations. J'ai pris le temps ou un peu de hauteur, un peu de distance comme vous, pour voir comment les gens réagissaient ici et là. Euh, et la première observation, c'est que il y a beaucoup de démagogie dans cette histoire, je remarque. Il y a beaucoup de morale, il y a beaucoup de démagogie, où on est contre le coronavirus comme le mal absolu, comme le châtiment divin, comme la punition céleste. Là, les fondamentalistes s'en donnent à cœur joie. C'est Dieu qui punit l'homme pour ses péchés, etc. Il y a tout ce discours un peu apocalyptique de mal absolu. Et puis de l'autre côté, vous avez une autre démagogie qui a l'air positive et joyeuse, mais qui reste une démagogie aussi, que c'est le sauveur de l'humanité, c'est le virus qui va nous éduquer, qui va abolir les systèmes capitalistiques, qui va faire en sorte que nous allons revenir vers les valeurs anciennes, etc. Et dans un cas comme dans l'autre, observez que ce sont deux démagogies qui sont complètement opposées, mais en général, on est ou dans l'une ou dans l'autre. On est ou dans la théorie du complot ou dans la théorie du châtiment céleste, etc. Mais voilà, on ne sait pas trop quoi en penser. Et pour le moment, tous les discours, qu'ils soient politiques, économiques ou familiaux ou religieux, se casent dans l'une des deux cases, ou c'est le mal absolu, ou c'est le bien absolu. Euh, deuxième commentaire, Deuxième commentaire assez surprenant, c'est que la grande partie des gens avec qui
je discute et de ce que j'observe, sont dans une espèce de salle d'attente. C'est-à-dire, on est en confinement, on attend. On attend que le confinement soit levé. Et puis après ça, on va reprendre nos vies normales. Une illusion absolue. Comme dans une salle d'attente, comme lorsqu'il y a un orage à l'extérieur, et on rentre chez soi et on se dit, bah, je me protège, j'ai quelques économies, je suis avec les gens que j'aime, j'ai ma petite famille, j'ai mon petit confort, ben, je ferme la porte, je me confine, et lorsque l'orage sera passé, et ben, à ce moment-là, je sortirai. Et ça, c'est une forme de déni et de fuite extrême. Et c'est vraiment une forme de fuite extrême parce que ça veut dire je ne confronte pas ce qui se passe, j'attends, on m'a dit de rentrer chez moi, je rentre chez moi et j'attends qu'on me dise de sortir de chez moi. Comme si le virus, lui, était lié à une période de confinement et qu'en sortant de chez moi, le virus, lui, aura disparu. Euh, donc il y a cette forme d'attente qui est assez dérangeante, pas chez tout le monde, pas pour vous. Probablement pas pour vous, parce que vous êtes sur un beau cheminement spirituel, émotionnel, psychologique, d'avant l'école du sens, pendant et après. Mais je parle de 9 personnes sur 10 semblent être dans, on attend que les laboratoires trouvent un vaccin, on attend que les politiques gèrent mieux la crise et nous disent quand est-ce qu'on peut reprendre notre Starbucks, etc. Mais que dans plein de cas, il ne se passe pas grand-chose. Et pendant Mhm. cette attente, c'est pas une attente immobile, c'est une attente, et ça c'est un autre point qui me surprend, c'est que c'est une attente hyperactive. C'est-à-dire, je suis en confinement, je ne confronte pas mes peurs, mes angoisses, etc. Mais je fais un maximum d'activités possibles. Alors, toutes les personnes avec qui je parle, leurs journées sont encore plus remplies que ce qu'elles n'étaient avant le coronavirus. C'est du matin au Mhm. soir, le sport, les copines, les WhatsApp, la méditation, les devoirs, les courses, le ménage, la cuisine, mais un nombre incalculable de séances en direct. C'est très positif, c'est très bien tout ça, mais il n'empêche que on n'est pas dans on n'est pas dans une situation qui aurait été extraordinaire, mais qui est celle de l'ennui. Le temps de l'ennui est une denrée rare aujourd'hui. Et quoi que vous fassiez, même si ce sont des choses qui sont bonnes pour vous, vous ne vous donnez pas l'occasion de ne rien faire. Et même méditer, c'est faire quelque chose. Faire du sport, c'est faire quelque chose. Écouter de la musique, c'est faire quelque chose. Alors j'entends ma voix chez quelqu'un, c'est Fatine. Alors, c'est très policier ce qui se passe, hein. Voilà, Fatine, essaie de couper le micro à ton niveau. Top. Voilà. Autre point, c'est que nous sommes tous dans le jugement. Ou c'est absolument effroyable, c'est dangereux, ça menace nos vies, celles de nos enfants, celles de nos parents, ou c'est extraordinaire. Dans les deux cas, qu'on soit dans le négatif ou dans le positif, nous sommes dans le jugement. Mon point, c'est qu'il est temps de simplement accepter que le coronavirus est une réalité, qui n'est ni bonne ni mauvaise, qui est probablement bonne et mauvaise en même temps. Elle comporte en tout cas de la souffrance, elle comporte aussi de la délivrance. Et ce chemin de développement personnel que nous faisons ensemble nous invite à avoir l'attitude de le coronavirus est, point, il est, EST. Il fait désormais partie du décor. Et il va falloir composer avec sans y penser quoi que ce soit, sans y mettre d'étiquette, c'est formidable ou c'est nul, sans y mettre d'émotion, ça me rend heureux ou ça me rend peureux ou peureuse. C'est une réalité, comme le ciel, la lune, le soleil, la grippe, le cancer, le boulot, la finance, la famille, l'amour, la déception. Une, voilà, dorénavant, ce virus est apparu dans la nature. Moi, personnellement, ça n'a aucune espèce d'importance pour moi de savoir si c'est un virus de laboratoire ou si c'est une souche naturelle. Le fait est qu'il échappe aujourd'hui à tout contrôle et qu'il existe dans la nature, qu'il existe dans l'air, qu'il est hautement transmissible. C'est tout. Et ça, c'est une réalité qui est absolument inévitable. On ne pourra pas jouer à cache-cache indéfiniment. Là, la période de confinement est la période la plus sécurisée puisque y a un confinement global et que les gens sont aux aguets.
mais on ne pourra pas être en confinement indéfiniment et on le chopera un jour ou l'autre. C'est pas moi qui le dis, c'est les épidémiologistes. On ne pourra parler d'une immunité collective qu'à partir de entre 70 et 80% de la population qui l'aura chopé. Ça, c'est pas un discours apocalyptique ou pour faire peur à qui que ce soit, c'est juste une réalité scientifique. Un virus se transmet et voilà, il va continuer à être transmis et il mettra à l'épreuve nos systèmes immunitaires. Je reviendrai là-dessus. Mais d'ici là et à partir de maintenant, c'est juste se dire le virus coronavirus est une réalité. Troisième observation, ou quatrième, mais qui m'a tout de suite surpris, je pense, je ne sais pas si ça vous a surpris vous aussi ou pas, mais que instantanément, dès que on nous a dit confinement, eh ben, confinement est devenu synonyme de travail sur soi, de développement personnel. Ça, je trouve ça comme, pour moi, c'est un mystère absolu. Ça semble aujourd'hui normal. Les gens font voilà, des webinaires, des séminaires, des méditations en direct, et tant mieux. C'est pas moi qui dirais le contraire. Alléluia, c'est mon combat depuis plusieurs années. Mais j'ai trouvé quand même surprenant que confinement a tout de suite dû rimer avec quelque chose. Et ce quelque chose, eh ben, puisque je suis en confinement, eh ben, je vais faire un travail sur moi, je vais revenir vers moi, je vais méditer, je vais réfléchir, je vais refaire le ménage chez moi. Et d'un côté, c'est formidable, mais de l'autre côté, c'est quand même surprenant, puisque confinement rime avec retour vers soi, comme si le retour à soi ne pouvait se faire euh, que s'il y avait un prétexte, voilà, pour faire un travail. Encore une fois, je ne parle pas de vous, mes amis, votre travail, notre ensemble, le travail de développement personnel a démarré bien avant le coronavirus. Je parle des personnes lambda qui n'avaient pas cette possibilité ou cette envie-là. Mais en tout cas, comme si le retour à soi avait pour beaucoup de gens besoin d'un prétexte. Avant le coronavirus, eh ben, j'étais pris au boulot, les enfants, les responsabilités, etc. Et là, je veux bien faire un travail sur moi, mais j'avais besoin d'un prétexte aussi gros qu'une pandémie. Comme si également le retour à soi ne pouvait se faire qu'en situation de crise. C'est que lorsque tout va bien, ben, aucune envie ou aucune nécessité de faire un travail de développement personnel. Mais dès lors que là, c'est une crise, eh ben, il justifie que je fasse quelque chose pour moi. Troisième point, comme si le retour à soi ne pouvait se faire que chez soi. Euh, alors, qu'est-ce que je chuchote comme ça? Je vous aurais. Euh, comme si le travail sur soi ne pouvait se faire euh, que chez soi. Et qu'avant, j'avais toute la liberté de voyager, de partir en week-end, d'être dans plein d'endroits différents. C'était pas une priorité, mais maintenant que je suis chez moi, en confinement, alors là, ça rend la chose possible. Et dernier point, comme si l'exploration de soi ne pouvait se faire que dans l'impossibilité d'explorer le monde. Avant, j'avais la possibilité d'explorer le monde, de voyager, de rencontrer des gens, je m'occupais pas de moi. Et maintenant que j'ai plus cette possibilité-là, eh ben, je vais enfin m'occuper de moi. Je ne sais pas si ça vous a surpris autant que moi, mais en tout cas, poser les choses comme ça euh, montre aussi que le confinement est une complète illusion. Moi, je pense que nous n'avons jamais été aussi libres qu'en pendant ce confinement-là. Nous n'avons jamais été aussi libres de penser, de disposer de notre temps, d'organiser notre journée comme l'on souhaitait et pas comme l'on nous l'a posé, comme le boulot, l'entreprise, l'école, les horaires de la femme de ménage. Ben, ce sont des facteurs extérieurs qui m'imposaient ce que je faisais de mon temps. Et là, du coup, peut-être pour la première fois de l'humanité, on arrive à disposer librement, plus ou moins. Je sais qu'il y a les enfants pour ceux qui en ont, je sais qu'il y a le télétravail, mais enfin bon, tout le reste du temps, je suis assez libre d'en disposer. Et pourtant, le confinement est un concept totalement mental, puisque ce n'est pas parce que je suis chez moi que je suis confiné, et ce n'est pas parce que je suis en dehors de chez moi que je ne suis pas prisonnier de quelque chose. J'irai même plus loin en vous disant qu'en réalité, le confinement, c'était avant. Oui, je peux t'aider? Oui. Je travaille, mon ange. Eh ben, s'il y a trop de soleil, tu vas dans l'ombre. Vas-y. Je travaille, mon bébé.
Pardon. Euh, Au Eh ben oui. contraire, ça Pardon? fait une petite distraction. Ça C'est fait une quoi, bonne pardon? distraction. Ça nous a fait du bien Ben, de viens dire voir ton bonjour. petit. Ah ben viens. Alors tu leur dis bonjour. C'est mon Bonjour. petit. Bonjour. Voilà. Hello. Bonjour. Alors il Bonjour. vous Ça entend va? pas parce que moi j'ai les Bonjour. écouteurs. Tout le monde est en train de te dire bonjour. Tu vas entendre? Allez, dites-lui bonjour. Bonjour, bonjour. 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 Ça va, t'es content? Salut l'artiste. Yallah. Allez, au revoir. Au revoir. Oui, tu pourras. Bye bye. Bye bye. Bye Désolé. bye. Désolé. Alors, je disais, pour reprendre, que je pense sincèrement que le véritable confinement, c'était avant le coronavirus. Ça m'a l'air d'être vraiment une réalité absolue. Parce qu'avant le coronavirus, ben, nous étions confinés. C'est un fait pour moi dans nos pensées, dans nos habitudes, dans nos routines. Pensez-y maintenant. Pensez à ce monde d'avant, parce qu'il y a un avant et un après coronavirus. Ce monde C'était d'avant l'en- où, pardon? C'était l'enfer. On n'était pas juste confinés, on était enfermés. Eh ben, je suis ravi que Nafissa, merci, que l'on soit aligné là-dessus. Moi, plus je médite, plus j'observe que là, j'ai une liberté totale pour décider de la suite, de réécrire ma vie. Quand je dis moi, c'est moi, toi, lui, elle, mais que le véritable confinement, c'était avant, quand on devait se réveiller à des heures précises, à faire des choses absolument imposées. Euh, je ne sais pas si je dirais que c'était l'enfer comme la FISA, peut-être, mais en tout cas, nous étions confinés, en apparence libres de disposer de notre temps, mais on était quand même prisonniers du temps que l'on nous imposait, des rendez-vous. Nous étions a priori libres de circuler, mais nous étions prisonniers et je me demande si on l'est toujours, en tout cas de nos modes de vie, de nos modes de pensée, de nos routines, de nos rituels, dans nos couples, dans des relations qui n'avançaient pas, dans des boulots qui ne nourrissaient pas. Spirituellement, dans des spiritualités aussi qui ne nous élevaient pas, et le véritable confinement, en tout cas, nous étions confinés. Parce qu'il y a cette vision de avant où nous étions confinés et aujourd'hui, enfin avant on était libre, aujourd'hui on est confiné. J'ai la ferme sensation que c'était plutôt le contraire. Et que là, il y a une possibilité pour absolument tout le monde, lorsqu'on reviendra à la vie entre guillemets normale, parce que nous reviendrons à la vie normale, ben, j'espère pour nous tous qu'on ne reviendra pas à la vie normale. J'ai très envie, en tout cas je prie pour qu'on revienne pas à la vie telle qu'elle était avant, c'est-à-dire prisonnier, enfermé dans un mode de pensée, dans des routines, dans des habitudes qui ne nous faisaient pas élever. Et nous trouvons le confinement difficile car aujourd'hui, on n'a plus de prétexte pour fuir l'introspection. Avant, et ben, ouais, quand on parlait de coaching, de développement personnel, et faites-moi confiance, j'en sais quelque chose, c'est mon métier depuis plusieurs années, et ben, c'était considéré comme quelque chose, un luxe pour les riches, un luxe pour ceux qui avaient du temps, qui avaient de l'argent, qui n'avaient pas le souci du pain quotidien, ce qui est complètement faux. Le travail sur soi est une démarche spirituelle ancestrale. Mais en tout cas, c'était un prétexte. Oh, moi, j'ai pas le temps du coaching ou des formations parce que ben, j'ai des gosses, j'ai un boulot, j'ai un salaire à gagner, j'ai des employés à payer, j'ai une école à payer, j'ai des factures, j'ai des impôts à payer, et puis ne me parlez pas de tout ce développement personnel. Maintenant, dès lors qu'on est en confinement, c'est devenu ça m'a l'air d'être la priorité absolue de tout le monde, confronté à notre finitude, à notre souffrance, à nos angoisses. Et aujourd'hui, nous n'avons plus de prétexte. Et pour beaucoup qui croulent sous les activités, je ne sais pas où ils en sont sur cette notion de développement personnel. Autre illusion, c'est que, alors, pardon, c'est notre ami Francis Randy Paris qui m'appelle. Alors, autre illusion, c'est que tout le monde me disait au début, ben maintenant que je suis en confinement, ben je vais faire un travail sur moi, je vais avoir le temps de réfléchir, de méditer, de me redécouvrir, de jardiner, de peindre, d'écrire, de créer, de cuisiner.
parce qu'avant, j'avais pas le temps. Et maintenant, à 1 mois et demi, quasiment après le confinement, quand je fais le point avec les gens, ben, c'est pas d'actualité. Ça a été d'actualité quelques premières semaines, quelques premiers jours, mais aujourd'hui, ben, j'entends souvent, c'est marrant, j'ai pas le temps. Mais comment ça se fait que tu as pas le temps? Ben, j'ai pas le temps. Entre les enfants, les devoirs, le télétravail, le ceci et le cela, j'ai pas le temps. Ça veut dire qu'avant le coronavirus, j'avais pas le temps de m'occuper de moi, et pendant le coronavirus, ben, j'ai toujours pas le temps de m'occuper de moi. C'est en gros, si on le fait pas maintenant, ben, on le fera jamais. En gros, on touche pas au sens profond de ce que cette crise nous impose. Un peu d'ennui, une véritable pause. Rester à la maison, c'est pas une pause. Si je reste à la maison, que je fais le ménage et que je cuisine et que je parle et que je discute et que j'appelle tout le monde et que je suis sur les réseaux et que voilà, je fais 1 milliard de choses en journée, ce n'est pas du tout une pause. C'est plus fatigant. Nous allons sortir de cette phase de coronavirus plus fatigué que comment on l'a démarré. Si ensuite on rajoute à ça des doutes, des incertitudes, un manque de visibilité, beaucoup d'angoisse, nous allons sortir complètement drainés. Donc attention à ça. Dernier constat, et ça il me fait un peu mal, c'est plus une déception qu'un constat. Et j'ai parlé avec un certain nombre d'entre vous et j'ai la chance de partager beaucoup au téléphone. Eh ben, j'ai l'impression qu'il y a, c'est pas une impression, en tout cas moi j'arrive à démontrer qu'il y a une espèce de déni de la part des trois grands systèmes mondiaux. Ça veut dire les systèmes politiques à travers les États, le système économique à travers les entreprises et le système social et familial. Euh, Tout le monde ne parle maintenant, je regarde pas les news, mais le peu que je regarde, bah on parle de stratégie de déconfinement pour les États. On est déjà dans l'après. Je vois très peu de réflexion sur ce moment que nous vivons, ce moment que nous traversons. On est déjà dans l'après. L'entreprise surtout, c'est à la fois choquant et à la fois c'est pas une surprise. Mais l'entreprise, pour ceux qui d'entre vous sont en entreprise ou font du télétravail, leur discours aujourd'hui, c'est l'après. Hein, c'est comment récupérer le chiffre d'affaires. C'est comment ce chiffre d'affaires, c'est quels sont les scénarios, le pire scénario, le meilleur scénario, le scénario qui est entre les deux. Dans les trois cas, comment récupérer les chiffres d'affaires. L'urgence n'est pas de réfléchir à un nouveau mode de travail lorsqu'on reviendra. Non, l'urgence, c'est de récupérer les chiffres d'affaires que nous avons perdus sans se remettre en cause, sans remettre en cause notre manière de travailler, sans remettre en cause notre manière d'interagir, de vivre, de communiquer, de communier. Les petites entreprises vont pouvoir faire ça parce qu'elles sont un peu libres. Les grosses entreprises sont tellement sur les chiffres, elles sont tellement sur le chiffre d'affaires que voilà, elles sont toutes sur des tableaux Excel. Qu'est-ce qu'on a perdu? Comment est-ce qu'on peut le gagner? Comment et sur quelle période? Ça veut dire qu'on est dans un déni absolu. Cette crise voilà, qui impose plusieurs centaines, plusieurs milliers de morts, on ne donne aucun sens à ces morts-là, puisque le sens, je pense, serait de remettre en cause fondamentalement nos manières de travailler, d'envisager la vie, d'envisager la communication, d'envisager la liberté. Et ça, je suis très surpris, en tout cas dans les médias, de ne voir absolument aucun documentaire. Je vois pas beaucoup de philosophes en ce moment à la télé, je vois pas de penseurs, je vois très peu d'intellectuels, je vois beaucoup de médecins, et tant mieux. Je vois des épidémiologistes, je vois des hommes politiques, je vois très peu de gens à qui on donne la parole. Il y a des milliers de gens qui sont des intellectuels, des philosophes et qui pensent tout ça, mais en tout cas, ils n'ont pas beaucoup la parole, ou pas du tout. En tout cas, moi, je suis tombé sur aucun débat intéressant. Je vois beaucoup de divertissement, comme si nous étions dans un cirque. On a Arthur, on a beaucoup de divertissements, comme s'il fallait ne pas regarder ça, fermer les yeux euh, et rigoler. Et j'aimerais personnellement qu'il y ait des gens qui puissent poser des avis sur le monde d'avant, le monde d'après, la possibilité de construire ensemble un nouveau monde. Et nous n'avons pas beaucoup de temps. La France a 2 semaines avant le déconfinement. Nous, on nous dit le 20 mai, ça va peut-être être prolongé un petit peu, mais ça va pas être prolongé 6 mois. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour réfléchir, pour recréer un monde nouveau qui ressemble pas à l'enfer d'avant. Et c'est pas en train d'être fait. Et ça, personnellement, ça me cause un certain nombre de déceptions. Est-ce qu'à ce point, vous avez des commentaires avant que je continue? Avez-vous des questions ou des commentaires à ce stade?
Allô? Bonjour Younes, bonjour tout le monde. Salut? Oui, c'est une bonne interprétation que tu nous fais, digne de ce à quoi tu nous as habitués. Tu es Et gentil, tu es gentil. C'était l'introduction. Le pire oui. arrive. Ah oui, oui. Moi, j'avais une petite suggestion pour les gouvernements, ça serait qu'on arrête un jour par semaine, tout s'arrête. Tous les magasins sont fermés, comme pendant le confinement, quoi. Que Ça tout le monde s'appelle, reste chez lui. ça Un s'appelle jour un off. dimanche. Ben non, en fait, hein. Non, 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 tu vois bien le dimanche, ça devient une journée de business pour les magasins, les centres commerciaux, tout Ouais, ça. ouais. Non, interdiction, quand même. Écoute, Interdiction. le point de fond, c'est pas tellement de s'arrêter, parce que même en boutique, même en travaillant, tu peux avoir un moment de méditation et un moment à soi. Et à Ouais. toi. C'est pas en obligeant les gens. Regarde, c'est exactement, c'était mon introduction. Je sais pas à quel point tu es arrivé, mais mon introduction, c'était de dire, même si les gens sont en confinement, ils sont pas en train de méditer. Les gens sont en Mm. confinement, mais en confinement, ils font 3 fois plus qu'avant. On me dit, bah bon, avant, je terminais à 3 heures ou à 16 heures ou à 17 heures. Maintenant, je bosse jusqu'à 21 heures. Avant, voilà. Il y a une multiplication, une hyperactivité de l'activité. Donc, ce n'est pas en confinant les gens, en obligeant les gens de rester chez eux, que forcément ils vont en profiter pour prier, pour méditer, pour se consoler, consolider leur couple, etc. Mais bon, Ouais. merci pour la proposition quand même. Dites-moi, y a-t-il d'autres questions ou de réactions avant que j'enchaîne? Ni oui Oui, ni Younes. non. Oui, Younes, bonjour. Bonjour, Marie-Ève. Oui, Comment comment ça va? vas-tu? Comment allez-vous tous? Alhamdoulilah. Vous me manquez. Alhamdulillah. Ça, c'est le côté. Je suis d'accord avec toi sur beaucoup de ce que tu as dit, mais il y a une chose qui est essentielle, je pense. C'est, bon, effectivement, bon, il y a de la méditation, effectivement, il y a de la remise en cause de chacun d'entre nous, je pense, même dans notre mode de vie courante. Mais je pense qu'en tant qu'être humain, nous avons quand même un besoin qui est assez fondamental et essentiel, c'est les liens sociaux que nous avons entre nous. Oui. Et ça, je pense, de mon côté à moi, ça commence vraiment à peser. Tu vois? Ouais. Euh, Non, non, mais c'est parfaitement compréhensible. Nous ne sommes pas des êtres solitaires, nous sommes des êtres sociaux. voilà. Heureusement que le coronavirus, tu imagines si le coronavirus était arrivé il y a quelques décennies de ça, il aurait été complètement invivable. Aujourd'hui, nous sommes en webinaire, nous sommes ensemble, hein. Oui. J'aurais voulu le dire en introduction, j'ai oublié, je vous le dis maintenant. Pour moi, notre webinaire aujourd'hui, c'est pas du virtuel. Nous ne sommes pas physiquement ensemble, mais nous sommes ensemble. Oui. La technologie le permet. Je suis pas en train de rêver, je suis pas en train de planer, hein, j'ai pas fumé. Nous sommes véritablement ensemble. On communique, on s'écoute, nous sommes ensemble, nous partageons. Et ça, Peut-être la technologie. mais il reste quand même que les relations, ça reste quand même du numérique. Nous sommes ensemble, effectivement. Je suis énormément dans la pensée avec vous tous, c'est clair. Tellement que j'ai vraiment très envie de vous revoir. Ça me manque énormément, vraiment énormément, d'avoir ce contact physique. Je sais pas, c'est un besoin que j'ai. Moi, c'est ce contact physique que j'ai avec tout le monde et ces liens sociaux. Ça, vraiment, c'est pesant. Et malgré tout ce qu'on peut dire, effectivement, oui. Et puis bon, tu rentrais dans certaines choses, dans certaines. Tu as parlé aussi de la reprise après le corona et tout. Je pense que ce virus a pris tout le monde de court et que on ne peut pas pouvoir changer. Vouloir changer un système du jour au lendemain, ce n'est absolument pas possible à mon avis. La prise de D'accord. conscience du monde comme on était auparavant pour que ça se fasse rapidement à l'échelle mondiale, je ne pense pas que ce soit possible rapidement. Ça, c'est un constat. Donc, les gens, effectivement, je pense qu'ils ont pris quand même conscience de la chose, qu'il y a quelque chose qui doit changer, c'est certain, dans notre mode de vie, mais que, vu la vie qu'on menait auparavant, bien sûr qu'il va y avoir une reprise et que ce changement. Oui, je t'écoute. Je t'écoute.
Non, non, c'est très bien. Écoute, oui, je sens même une pointe de colère dans ta voix. Les systèmes peuvent changer, d'accord? Mais ils Doivent n'auraient pas changer, pu doivent changer tout changer, seuls. doivent changer. Ils doivent changer et ils peuvent changer. La preuve, c'est qu'ils ont changé ces dernières semaines. La question est, est-ce que, au retour, est-ce qu'ils reviendront à comment ils étaient avant? Ça, c'est ma crainte. Ou est-ce que il y a des systèmes, des pays, des entreprises qui vont avoir l'intelligence de sortir avec des enseignements, de dire, ben, écoutez, on a essayé, on n'a jamais été pour le télétravail. À cause du coronavirus, on a été obligé de le faire et finalement, ça a marché. Et donc, on va pouvoir permettre aux gens peut-être de travailler de chez eux à côté de leurs enfants, etc. Ça, c'est le genre de réflexion, c'est juste une idée parmi des milliers. Beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui fonctionnent quand même malgré le confinement. Beaucoup d'entreprises sont en train de se dire, putain, mais ça marche quand même, hein. Ça fonctionne quand même. Donc, peut-être que Oui, et ils maintiennent le télétravail pour des mois. on va voir, d'accord? Oui, oui, On va voir. si. Il y a des entreprises en Europe qui maintiennent jusqu'au mois de Meriem, septembre le Meriem, télétravail. Oui, Meriem, très bien, je oui, reprends la parole. Oui, oui. oui. Certaines entreprises, une, deux, cinq entreprises, ce n'est pas tout un système capitaliste. L'idée, Oui. pour qu'il y ait un changement profond, c'est que les enseignements. euh, alors, Salha, il y a. Voilà, très bien. Il y avait quelques sons parasites. Alors, qui vivra verra. Moi, mon point, c'était de se dire, moi, je suis pas un idéaliste. Je ne pense pas qu'en quelques semaines, le monde entier changera. Par contre, je dis que je- ça me manque. Je suis surpris de ne pas avoir de voir dans les médias des débats de fond. C'est vrai. Des débats de fond sur comment est-ce qu'on souhaite reprendre, parce que les débats sur le déconfinement et sur la reprise qui ont lieu aujourd'hui sont des débats logistiques. Est-ce qu'on va garder 1 ou 2 mètres les uns des autres? Quelles sont les activités qui vont reprendre? Quelles sont les activités qui ne reprendront pas? Est-ce que les écoles reprendront ou pas? Voilà, c'est vraiment un débat politique, économique et logistique. Mais il n'y a pas un débat de fond sur des changements structurels de notre manière de communiquer, de se rencontrer, de travailler, de s'aimer, etc. Bon, on continue. Isabelle avait levé la main. Est-ce que je me trompe? Non. Alors, continuons. Euh, nous sommes dans la phase, dans le point quelques décodages. Le coronavirus est difficile. Et pourquoi est-il difficile? Premier point, effectivement, tu as raison, Malim, c'est qu'il nous empêche d'être les êtres que nous sommes. Ça veut dire des êtres sociaux, des êtres qui ont besoin de toucher, d'être touchés, de caresser, d'embrasser, d'étreindre, de prendre dans ses bras, de voir de visu. Et ça, c'est une raison, mais pas la seule. C'est une raison parmi d'autres. La première raison qui fait que c'est difficile aujourd'hui, ce que nous impose le coronavirus, c'est que le moteur de ce changement, eh ben, c'est la peur. Ce n'est pas autre chose, c'est la peur. Sans peur, nous ne serions pas confinés. On est d'accord. Sans peur, il n'y aurait pas tous les avions du monde qui seraient cloués au sol. Sans peur, les grands présidents de gouvernement, le G8, le G20, n'auraient pas fait des réunions Skype au lieu de se regrouper autour d'un gros colloque en Suisse, etc., etc. Mais ça n'a rien de nouveau. Le coronavirus reproduit un modèle qui est très ancien. Les deux outils de manipulation de masse ont toujours été la peur et la culpabilité. La peur ou la culpabilité. C'est ce qu'ont fait les grandes dictatures, c'est ce qu'ont fait les grands mouvements de changement. Euh, Rien n'aurait pu insuffler le changement qui est en train d'avoir lieu. Rien n'aurait pu nous imposer de vivre ce que nous sommes en train de vivre sur tous les plans s'il n'y avait pas la peur. La peur est la seule chose qui aurait pu, qui a réussi d'ailleurs à nous faire, à nous confiner et nous poser des questions existentielles que nous posons aujourd'hui. Deuxième point, c'est qu'on manque de lisibilité par rapport à ce virus. Parce qu'on nous dit tout et son contraire. Euh, on nous dit qu'il touche pas, qu'il touche une certaine partie de la population. Chérie, Oui, ça va? Je travaille, mon ange. papa, mais, mais, Va, papa, mais on doit partir prendre une casquette. vas-y. Bon, sorry.
on manque de lisibilité par rapport à ce virus-là, parce que on a des théories et on a leur opposé. Un coup, c'est un virus naturel, un coup, c'est un virus de laboratoire. Un coup, il touche que les personnes très âgées et assez malades, et en réalité, pas que. Hein. On a plusieurs cas, vous avez des cas de gens tout à fait en bonne santé qui sont touchés et jusqu'au bout, des enfants également. On nous dit que le confinement va durer un mois et puis on le prolonge d'un autre mois. Et maintenant, on ne sait même pas si au bout de ce mois-là, au Maroc, le 20 mai par exemple, on ne va pas prolonger. Donc il y a un manque de lisibilité totale concernant ce virus. Deuxième point, un manque de visibilité. Quand est-ce que cela se terminera-t-il? Les laboratoires trouveront-ils un vaccin? Et quand? Et comment? Quelle protection après le confinement? Est-ce que le déconfinement est un soulagement? Est-ce que le déconfinement va être un véritable danger? Là, on est en sécurité. Le déconfinement, est-ce qu'on va pas être exposé? Est-ce qu'on a envie d'être contaminé ou pas? Parce que vous savez que le seul moyen de, de tourner la page du coronavirus, c'est que au moins 70% de la population mondiale puisse être contaminée. Vous savez, une pandémie en général, ça c'est un fait historique. On tourne sa page lorsque tout le monde en guérit, lorsqu'on en guérit ou lorsqu'on en meurt. Heureusement, le taux de mortalité du coronavirus reste extrêmement faible sur une échelle universelle. On est à, j'ai pas les chiffres, mais on est à plusieurs dizaines, même plusieurs centaines de morts, centaines de milliers de morts. Sur 8 milliards d'habitants, le taux de mortalité reste de 0,0 et quelques. Ok, il n'empêche que c'est quelque chose qui suscite une angoisse, une peur, et le meilleur moyen, enfin, il y a un seul moyen pour que le coronavirus et le statut d'une grippe saisonnière, ben, c'est que tout le monde l'attrape et puis quelques jours de confinement, de protocole qu'on trouvera ou celui que nous avons déjà, et puis hop, c'est derrière une immunité, puis on n'en parle plus. Voilà. En tout cas, il y a un manque de visibilité et ça c'est très difficile pour ceux et celles d'entre vous et d'entre nous qui sont des control freaks, qui ont besoin de tout contrôler, de tout savoir. Là, ce serait un mensonge si qui que ce soit vous disait exactement quelle est la suite. Sortir de confinement le 20 mai ou le 20 juin ou le 20 juillet, c'est une décision politique. Mais ça n'est pas du tout une visibilité sur la suite de la pandémie, de l'épidémie, comment les gens vont vivre ça et comment les économies et les États vont devoir se réorganiser. Y aura-t-il une deuxième phase ou pas? Y aura-t-il une deuxième et une troisième phase ou pas? Il n'y a que des points d'interrogation aujourd'hui. Et en fait, moi j'ai dit tant mieux parce que comme on ne sait rien, ben, ça nous oblige au lâcher prise. Je vais revenir là-dessus. Mais quand on ne sait rien et que personne ne sait, au lieu d'angoisser et de rester s'accrocher à des théories apocalyptiques, etc., l'idée c'est de se dire, ben, écoute, je ne sais rien, personne ne sait rien du tout. C'est le moment rêvé pour que je puisse un peu lâcher prise. Ces moments sont difficiles aussi parce que j'aimerais que vous méditiez là-dessus. Inconsciemment, nous avons été conditionnés à très mal prendre le fait de rester chez soi pendant une très longue période. Observez que vous n'avez jamais, probablement, jamais été obligé de rester chez vous pendant une longue période. Je ne parle pas d'une soirée, je ne parle pas d'un week-end, je ne parle même pas d'une semaine où il vous arrive pendant des vacances de ne pas sortir de chez vous pendant une semaine. Et même ça m'étonnerait que vous ne soyez absolument jamais sorti de chez vous pendant une semaine. Mais inconsciemment, pourquoi est-ce que je serais obligé de rester chez moi pendant une longue période? Un, si je suis triste ou si je déprime. Angoisse, tristesse, idées suicidaires, en tout cas, c'est triste, c'est quelque chose de négatif. Deuxième point, maladie. Si je suis malade, si je suis handicapé, si je suis immobilisé, et le médecin me dit, ben c'est le lit jusqu'à la guérison. Et même là, ben, une grippe, c'est 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, mais jamais là on approche des 2 mois de confinement. 2 mois de confinement, c'est du jamais vu. Mais être obligé de rester chez soi, c'est ou une déprime, ou une maladie, ou une punition. Souvenez-vous du classique va dans ta chambre et reste-y. Je n'ai aucune raison de rester chez moi de manière euh, obligatoire, alors que les choses vont merveilleusement bien autour de moi.
Ça n'a jamais existé dans l'humanité en temps de paix. On reste chez soi lorsque on est en guerre, lorsque c'est une situation difficile de maladie, de tristesse ou de quoi que ce soit. Ok. Et ce coronavirus inconsciemment nous rappelle ce feeling-là, ce sentiment. Je suis confiné, et ben quelque chose va mal. Et ça rend très difficile de se dire je suis confiné, donc c'est une formidable opportunité pour vivre quelque chose. Maintenant, quelques confrontations. On parle beaucoup, et surtout dans dans les milieux fondamentalistes, de punition. Est-ce que le coronavirus est une punition ou une épreuve? Dire que c'est une punition veut dire que voilà, c'est un terme plutôt religieux. Une punition, un châtiment, on est puni, etc. Et ça, chacun a le droit de se faire son idée. Moi, je veux pas rentrer là-dedans. Ce n'est, c'est peut-être une punition, peut-être pas. En tout cas, c'est certainement une épreuve. Ça, c'est sûr. Mais une épreuve, non pas au sens religieux, mais au sens pratico-pratique du terme. C'est une épreuve pour notre santé. C'est une épreuve pour les couples. J'ai pris connaissance de plusieurs séparations et plusieurs divorces pendant le confinement, très concret, de gens que je connais, que j'accompagne, qui sont des amis. C'est une épreuve pour les couples. Observez qu'avant le coronavirus, un couple vivait peut-être sous le même toit, mais par contre, les couples étaient dans une situation de fuite constante, entre le boulot de l'un et l'autre, entre les tâches de l'un et de l'autre, entre le sport, les amis, les sorties, les cafés, les restaurants, les voyages, les week-ends, les séminaires, les formations, les ceci et cela. Eh ben, on se croisait peut-être quelques minutes par jour, au mieux 1 heure ou 2 par jour le soir. Et même le week-end, chacun souvent trouvait des choses, aller faire son sport, aller faire son jogging, aller faire son école du sens, etc. Maintenant, être confinés ensemble, eh ben, c'est la nécessité de trouver un moyen d'entente ou pas. C'est une grosse confrontation et les couples passent par des périodes, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, vous me direz ou pas si vous le souhaitez. En tout cas, les couples sont face à un moment de vérité, de consolidation, de renforcement, ou de un moment de vérité où voilà, j'ai plus mon masque du fuyant et là ça ne marche vraiment pas. En tout cas, pour les parents aussi, c'est une épreuve face à leurs enfants. Éduquer de temps en temps quand je rentre du boulot le soir, c'est une chose, mais éduquer maintenant H24, 7 jours sur 7, c'est une véritable épreuve. Je rigolais, quelqu'un me disait l'autre jour, je savais pas que mon gosse était cancre à ce point. Alors, je sais pas, enfin, je dis rigoler, moi ça m'a fait rire quand il m'a dit ça, mais beaucoup de parents sont en train de découvrir le véritable niveau scolaire de leurs enfants. Ils avaient complètement tout délégué à l'école et maintenant qu'ils sont obligés de faire leurs devoirs avec eux, ils sont en train de se dire oh mais putain, il faut que je refasse tout, qu'est-ce qu'il faut la maîtresse? Et les maîtresses en prennent en plein la gueule en ce moment. D'autres découvrent que leurs enfants sont absolument brillants, ils sont même dépassés par le niveau des enfants. Ils ne savaient pas qu'ils avaient des enfants aussi créatifs, aussi brillants, des génies pour certains. Ça, c'est des cas dont je vous parle et qui sont des cas réels et que j'accompagne en ce moment. C'est une épreuve aussi pour les systèmes immunitaires. C'est la plus grosse épreuve. Qu'est-ce qui fait qu'on traversera ou pas l'épreuve du coronavirus? Essentiellement, le système immunitaire. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la destinée, qui sont des mystères scientifiques et médicaux aujourd'hui, mais en général, le coronavirus met à l'épreuve notre système immunitaire. Et là aussi, si pendant le débat tout à l'heure, vous souhaitez qu'on revienne là-dessus avec des conseils ou des recommandations pour renforcer le système, ça reste pour moi la seule et unique chose à faire sur lequel vous avez encore un peu de contrôle, parce que c'est votre corps et c'est votre mental et c'est votre santé. Et là, pendant le confinement, c'est une occasion absolument extraordinaire de se recentrer sur son système immunitaire émotionnellement, psychologiquement et physiquement. Et puis, c'est une épreuve pour la relation à soi. Ce n'est pas, je le répète, parce que je suis en confinement que je suis forcément en train de me confronter avec mes angoisses, avec mes peurs et avec tout le reste. J'avance. Je suis tombé sur cet adage de Blaise Pascal qui a été écrit en 1650, mais regardez comment il est d'actualité. La seule cause du malheur de l'homme est qu'il ne peut pas rester tranquillement dans sa chambre. Je trouve ça absolument Oh, incroyable. magnifique.
nous pensions que la fuite que nous avons par rapport à nous-mêmes était une conséquence du monde capitalistique, du monde moderne. Absolument pas. L'homme a toujours eu une difficulté à se poser et à se confronter, à confronter ses angoisses, etc. L'homme a été nomade, l'homme préhistorique n'était pas en train de méditer forcément. Il devait chasser, il devait cueillir, il devait changer de géographie, de tribu, d'oasis et de région. Il devait faire plein de choses et ça n'a jamais arrêté. L'homme avec un grand H, l'homme et la femme ont toujours été très busy, quoi, très occupés. Et notre plus grand drame, c'est que nous trouvons dramatique, absolument effrayant, effroyable, simplement de se poser dans sa chambre et ne rien foutre. La musique, c'est faire quelque chose. Méditer, c'est aussi faire quelque chose. Le temps de l'ennui. J'aime beaucoup ce mot de l'ennui, vous savez peut-être ou peut-être pas, mais l'ennui, ça veut dire quoi? L'ennui veut dire rentrer dans la nuit. Entrer dans la nuit. Rentrer dans la pénombre. Entrer dans l'obscurité. Être dans ma chambre à regarder Netflix, je suis pas en train de faire quelques travail sur moi que ce soit. Je suis en train de faire quelque chose. Je suis en train de me fuir. Je suis en train de fuir à moi-même. Et ça a toujours été le cas. Prendre le thé ou lire, quelle que soit la période, l'homme et la femme ont été assez occupés finalement. Et j'aime beaucoup ce que dit Blaise Pascal, la seule cause du malheur de l'homme est qu'il ne peut pas rester tranquillement dans sa chambre. À la véritable torture psychologique. Je pense que parmi les enseignements du coronavirus, c'est que ce qui nous manque le plus de sortir voir les gens, c'est aussi de ne pas rester avec soi. C'est effrayant, de plus en plus lourd de rester avec soi pour certains qui ne sont pas dans un cheminement psychologique, émotionnel ou surtout spirituel. C'est un calvaire de rester. Et c'est pas parce que je suis seul ou avec les gens, j'ai très envie de sortir pour reprendre le café, etc. Parce que c'est une torture psychologique que d'être dans un travail de développement personnel. Bon, l'idée, c'est que euh, nous cherchons, ce que nous cherchons se trouve, nous pensions que ce que nous cherchons se trouvait ailleurs et qu'il fallait sortir dehors pour assouvir ses besoins. Alors que ce que nous cherchons est probablement dedans. Et si je ne profite pas de cette période de confinement et que je reprends mes activités, il est probable que je passe à côté vraiment d'une véritable rencontre avec moi-même. Question en coaching, c'est que je vous pose. Et si le véritable problème n'était pas de perdre la liberté d'aller à l'extérieur, mais plutôt le véritable problème, c'est de ne pas savoir comment aller à l'intérieur de soi. Ok, je suis en confinement, mais je ne sais pas, ce que c'est que de travailler sur moi. Ça, c'est une véritable question. Ça, c'est un point auquel je tiens beaucoup. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Non, mais non. Ce point-là, j'y tiens tout particulièrement. Euh, Quand j'ai médité, je me suis dit, mais, euh, mais au fait, ce que nous vivons aujourd'hui là, mais putain, nous l'avons voulu. Nos prières ont été exaucées. Ben merci, ce qui a exaucé nos prières. Mais c'est exactement ce que nous avons voulu. Là, vous êtes en train de vous dire, mais pas du tout. Alors, ce que nous n'avons pas voulu, c'est la forme. Nous n'avons pas voulu le coronavirus. On n'a pas voulu que cela se passe à travers un virus, une maladie. Mais, euh, mais nous avons souhaité une pause. Nous avons collectivement, individuellement et collectivement, chacun prié pour une pause, pour du repos. Nous avons tous prié pour que le monde change. Nous avons tous dit à un moment ou à plusieurs moments, mais putain, mais je suis fatigué de tout ça, c'est l'enfer ce que je vis, j'aimerais que ça s'arrête. Nous avons tous souhaité que ça s'arrête. Alors, à vous d'en faire l'interprétation. Certains diront c'est Dieu qui a exaucé nos prières. Certains diront c'est la loi d'attraction. Certains diront que c'est le rêve et le souhait collectif. Le fait est que depuis plusieurs décennies maintenant, moi je pense des années 50, les années 60, depuis la révolution industrielle et l'industrialisation du monde, le travail à la chaîne, les routines qui s'imposent, etc., ben, nous n'avons pas
nos grands-pères, nos grands-parents l'ont souhaité, nos parents l'ont souhaité et nous l'avons souhaité. Et aujourd'hui, ça s'est exaucé. Je ne sais pas si vous avez vu la chose de cette manière, mais ce que nous vivons aujourd'hui, cet arrêt forcé, cette pause, cette opportunité de se remettre en cause, cette opportunité de faire un travail sur soi, de méditer, de prier, de regarder les enfants grandir, de communiquer même à distance, de communier même à distance, eh ben, il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas un seul être sur Terre qui ne l'ait pas souhaité. Alors, la prochaine fois, ça nous apprendra à être plus précis sur nos prières. La prochaine fois, on n'a qu'à être précis sur comment on veut les choses. On a oublié de prier pour le comment, mais nous avons prié. Moi, en tout cas, j'ai prié pour que ça arrive. Et on y est. Moi, c'est mon combat depuis plusieurs années. C'est que les gens puissent prendre une pause réflexive, une pause introspective. Moi, en tant que, voilà, j'ai des allergies, etc., j'ai prié pour qu'il se passe quelque chose pour que l'air que je respire soit plus propre. Il y a 10 jours, je suis tombé sur un article qui disait que le taux de métaux lourds à Casablanca avait baissé de 60%, les amis. Waouh. Casablanca, l'une des villes les plus polluées d'Afrique, en quelques jours, en quelques semaines, on n'est même pas à 2 mois de confinement, moins 60% de pollution. Donc, c'est possible. La Terre reprend ses droits. J'ai rêvé de voir des routes vides. J'ai rêvé de voir un ciel moins pollué par les avions. J'ai rêvé de plein de choses. Mais vous aussi, à chaque fois vous avez dit, mais putain, je suis fatigué, cette vie me casse les couilles, excusez-moi l'expression, j'en peux plus de cette vie, de cette routine, de ce couple, j'en peux plus de ce boulot. Eh ben, nous y sommes. Ben, ça vous apprendra. En tout cas, c'est la preuve que on attire ce que l'on veut. Lorsqu'une population à plusieurs millions, à plusieurs milliards veulent la même chose, eh ben, nous avons attiré ce qui nous arrive. C'est arrivé à travers un virus. Je ne pense pas. J'essaie d'être créatif. Je ne sais pas comment autrement qu'avec une maladie ça aurait pu se faire. Je n'arrive pas. Il y a les G20 n'y sont pas arrivés. Les colloques écologiques n'y sont pas arrivés. Les campagnes publicitaires qui incitent à l'écologie n'y sont pas arrivées. Rien n'est arrivé. Les fondations, les associations, rien, rien. Je ne vois pas comment autrement on aurait pu offrir à la Terre une pause. Comment est-ce qu'on aurait offert à nos enfants et à nous-mêmes une pause autrement que par une pandémie. Plus je médite, plus je me dis, mais c'est une évidence qui est en train d'arriver. Pensez-y. Comment autrement est-ce que ça aurait pu être possible qu'à travers une pandémie qui a pour moteur la peur? Seule la peur peut obliger l'humanité sur une échelle universelle à prendre la pause qu'elle prend aujourd'hui. Je le disais donc, nous avons tellement voulu une pause, une introspection. Hallaj, que j'aime beaucoup, parle d'un pèlerinage intérieur et le goût de chez soi, le goût de, voilà, de la pause. Et nous y sommes. Ben, amen et merci. La question du coup n'est plus pourquoi je suis confiné ou comment je vais passer mon temps à être confiné, mais écoutez bien, comment ai-je désiré être confiné? Comment ai-je désiré être confiné? Parce que je l'ai désiré, parce que je l'ai profondément désiré. J'ai profondément désiré que mon mari soit à côté de moi et qu'il ne travaille pas comme un dingue nuit et jour. J'ai profondément désiré que je vois quand même mes enfants grandir. J'ai profondément désiré d'avoir le temps sans date limite. Vous savez, même partir en vacances, j'ai une date limite. Je sais quand est-ce que je reviens de vacances. Même un week-end, ça commence le vendredi ou le samedi pour certains et je sais que le dimanche soir, il se termine. Là, pour la première fois de l'humanité, je suis en pause ou en vacances, entre guillemets, et je ne sais pas quand est-ce que ces vacances se termineront. Ça fait 2 mois que ça dure et je ne sais pas si le 20 mai, ça va être prolongé ou pas. Et même si ce n'est pas prolongé, s'il y a une deuxième vague, je reviens à ça. Je disais tout à l'heure, nous manquons de visibilité. Et ce manque de visibilité nous oblige simplement à la résilience et au lâcher-prise. Donc, Machi, comment je souhaite être confiné, mais comment ai-je désiré au plus profond de moi-même être confiné? Mais maintenant que j'y suis, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, ça reste la question de coaching fondamentale. Maintenant que j'y suis, qu'est-ce que j'en fais? Observer comme dernier point. Pardon? Euh, je peux intervenir maintenant? Je dois attendre la fin. Non, 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 vas-y. Tu as dit comment je voudrais vivre ce confinement.
J'ai dit la question, c'est pas comment vivre ce confinement ou pourquoi je suis en Et je confinement, désirais, comment je l'ai désiré. Ouais, juste prendre désirais. conscience que nous l'avons désiré, nous l'avons voulu. Oui, oui, Tu as prié, tu as prié pour ce que tu vis en ce moment oui, ou pas, Nafissa, entre nous? évidemment. Eh ben voilà, On a, voilà, c'est mon point. Nous avons tous oui. prié pour vivre ce que nous sommes en train de vivre. Nous l'avons voulu. Dis, Euh, euh, pourvu que je puisse avoir un break. ben oui. Et là, c'est un break indéterminé, pas infini. Il sera pas Un bon infini, il n'est pas break. limité, mais indéterminé. Ben, on l'a ce bon break. Moi, mon souhait, c'est que chacun et chacune en fasse de son mieux pour en faire pas juste un break, mais d'en faire un moment C'est ça que je voulais, de, c'est à ce sujet-là que je voulais intervenir. Tu as dit que oui, chacun de nous devrait faire de son mieux. C'est ça justement qui nous emmène à ces journées où on veut optimiser, on veut travailler sur soi, on veut s'occuper des oui, enfants comme on ne pouvait pas le faire avant, on voudrait oui, cuisiner de nos propres mains des choses qu'on ne faisait pas oui, avant. oui, oui. Tout et Ben, rien. magnifique. On peut tout faire. C'est très bien. Et donc, c'est ce C'est très qui bien. fait que nos journées deviennent de nouveau, elles redeviennent chargées. Ben, absolument. Au fait, toute l'intelligence, et je compte sur vous pour que vous l'ayez, c'est pas de ne rien faire. Hein. Moi, je passe pas ma journée, moi qui suis en train de vous dire ça, je pense pas, je passe pas ma journée à ne rien faire. Au contraire, là, je suis à la campagne. Je peux vous dire que le travail de ferme est un travail très physique et très prenant. J'écris beaucoup, je médite beaucoup, je réfléchis, je conçois un des webinaires dont celui que je fais avec vous aujourd'hui. C'est beaucoup de boulot, je travaille. Et puis, j'éduque et les devoirs, etc. Mais je mets un point d'honneur à créer une parenthèse importante qui dure pas juste 5 minutes ou 20 minutes, à m'ennuyer, à glander, à ne rien foutre, à ne même pas voilà, faire quelque chose de bon pour moi. Je fais tout ça, je fais beaucoup de sport, je cours, je fais du vélo, enfin, j'ai des journées très, voilà, très remplies, mais elles ne sont pas remplies au point de ne pas m'ennuyer, au point de ne pas contempler le coucher du soleil, au point de juste ne rien foutre. Et ça, c'est un moment extrêmement précieux. Donc, il est évident, parce que sinon, vous devenez fou. Je suis pas en train de vous dire ne faites rien du matin au soir. Nous sommes incapables de faire ça. Nous sommes des êtres mobiles. Si nous disposons de mains, c'est pour en faire quelque chose, et des pieds, c'est bien pour bouger également. Et si nous disposons d'un cerveau, c'est bien pour réfléchir et pour méditer. Je dis simplement que je ne critique pas le fait de faire des choses. Je suis le premier à faire un maximum de choses qui sont bonnes pour moi, pour mon système immunitaire, pour ma santé et pour ma spiritualité. Je dis ne pas oublier dans cette hyperactivité de dégager du temps pour le vide. Et c'est du vide, hein, que naissent les étoiles. C'est du vide que naissent Si tu décides de créer, tu créeras rien. Si tu décides de ne rien faire, il se peut que tu aies une fulgurance. Ça a toujours fonctionné comme ça. Et là, ça m'amène à ce point-là qui est affiché aujourd'hui, c'est que le changement n'est pas venu par une décision. Il n'est pas venu par la guerre. Il n'est pas venu par les armes. Il n'est pas venu par une décision de gouvernement tous ensemble qui ont pris cette décision. Le changement est venu par le subtil. Et ça, vous qui êtes spirituel, je le sais, observez à quel point c'est juste sublime ce qui est en train d'arriver et quelle est la source de ce que nous vivons. Le drame aurait pu que l'on soit confiné parce que notre pays rentre en guerre. Le drame aurait pu que l'on soit confiné, je sais pas moi, parce qu'il y a des tremblements de terre ou je ne sais quoi, par des choses qui sont matérielles, physiques, manifestées, palpables. Au fait, nous vivons ce que nous vivons à une échelle planétaire, je le rappelle, mais grâce au subtil, d'accord? Grâce à l'invisible. Et ça, c'est fondamentalement spirituel. La spiritualité a toujours parlé de Dahir et de Batin. Comment l'invisible devient apparent. Comment l'invisible se manifeste. Comment d'un rien, au fait, devient quelque chose. Et ça m'émeut au plus haut point. Avant-dernier point, c'est le travail sur soi. Et là, très vite, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, vous êtes déjà dans ce cheminement. C'est quoi concrètement profiter du confinement pour travailler sur soi? J'ai parlé tout à l'heure de l'ennui et du vide, qui reste ma manière préférée, mais très vite, j'avance. Nommer simplement ce que nous ressentons, ce que nous vivons, nommer ce que je ressens plutôt que de le fuir, les peurs, la colère, le regret, l'amertume, la mélancolie, etc. Lister ce qui m'angoisse pour pouvoir travailler de son confinement, travailler
travailler dessus. Je prends, ça c'est classique, mais je l'ai fait encore il y a 2 jours. C'est exceptionnel, prendre un bout de papier et de lister les sujets d'anxiété, d'angoisse ou de peur. Ça peut être ce que je cuisine ce soir, ça peut être je quitte, je pars ou je reste, je change de vie, change de métier, etc., etc. Mais juste simplement lister ces sujets sur lesquels j'ai envie de travailler. Ça peut être mon corps, ça peut être ma santé, ça peut être ma relation au temps, ma relation à plein de choses. Mais listez vos sujets d'angoisse et chaque jour ou chaque demi-journée, consacrez-le à méditer dessus, à trouver des solutions créatives, explorer mes pensées afin d'en avoir un peu moins peur plutôt que de les fuir, faire mes deuils, c'est l'occasion de rêver, repousser les limites de ma créativité, challenger mon mode de vie. Ça, c'est la chose la plus précieuse que l'on puisse faire. C'est de dire, mais le monde d'avant, je vivais comme ça, je réfléchissais comme ça, je gagnais ma vie comme ça. Euh, et là, je souhaite challenger. Moi, j'ai revu toute mon activité, j'ai revu comment j'ai envie de vivre un couple, j'ai revu plein de choses. Euh, Simplement, en observant la vie d'avant, de dire, mais est-ce que j'ai envie de revenir à ça? Sur beaucoup de points, c'était oui, sur beaucoup de points, c'était non. Les oui, je les consolide, les non, je vois comment est-ce que je peux changer, mais c'est pas de la philosophie ce que je vous dis, c'est très concret. Prenez un stylo et un papier et faites-le. Regardez sur quoi je suis tombé. Je suis tombé sur un livre incroyable qui a été écrit au XVIIIe siècle, 1795, par un auteur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Xavier de Maistre. Alors Xavier de Maistre a produit un véritable chef-d'œuvre de la littérature française et qui s'appelle, tenez-vous bien, Voyage autour de ma chambre. Alors lui, il n'y avait pas de coronavirus, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait rien du tout, mais il a fait le choix de se confiner volontairement dans sa petite chambre, c'était pas du tout bourgeois, euh, pendant 42 jours. Et pendant 42 jours, il a exploré ou réexploré sa chambre comme jamais auparavant. Il regardait son lit en se disant, bah, voilà, tout l'amour que j'ai fait sur ce lit, toutes les nuits de solitude ou accompagné, tous les rêves et les cauchemars que j'ai fait sur ce lit. Il regardait son sofa, il regardait simplement les tableaux et il observait que le seul moment où on a observé, contemplé les tableaux, ben, remarquez-le, vous aussi probablement, ben, c'est le moment où vous les avez choisis, sélectionnés avant de les acheter. Et au moment où on les accroche sur le mur, ben, bizarrement, on les regarde plus et de plus en plus, ils deviennent invisibles. J'ai trouvé ça brillant comme idée. Je me suis amusé à faire ça depuis une semaine chez moi. Ces objets, comment est-ce qu'ils ont atterri chez moi? Comment est-ce que je me les suis offerts? Qui me les a offerts? Pourquoi est-ce que je les ai achetés? Et c'est extrêmement marrant, simplement de se dire le confinement n'est pas une punition, il peut être une source de créativité extrême. Et faire ça, c'est une expérience de réceptivité, d'appréciation de ce que j'ai. Ah ben oui, je suis dans ma chambre et regarde ce que j'ai vécu, ce que je vis dans ma chambre et de gratitude. Prendre du temps à générer de nouvelles idées. Prenez un jour à la fois plutôt pour vous poser les questions sur le futur, le 20 mai ou pas. Méditez sur des sujets différents, la gratitude, le pardon, la beauté, le temps, l'altruisme. Je vous envoie tout ça si vous le souhaitez. Et puis surtout, intégrer le Covid-19 comme une peur qu'il faudra dorénavant intégrer dans la liste des peurs. D'autres pays le savent, d'autres pays, pensez à la Palestine, pensez aux pays en guerre, savent vivre avec une peur qui leur pèse dessus. Les pays en guerre, les pays en famine, les pays qui sont comme le Japon, tout le temps sous la menace d'un tremblement de terre ou de tsunami, etc. Ben on vit, on est capable de se résilier et de mener une vie normale avec une peur qui est là. Donc l'idée, c'est de se protéger et de lâcher prise. Faire ce qu'on a à faire, se protéger, etc. Garder les distances, mais lâcher prise sur un certain nombre de choses. Conclusion, ce virus enferme, mais il n'enferme que les êtres humains. Et pendant ce temps-là, la nature nous rappelle que nous ne sommes absolument pas indispensables. Deuxième point, deux petites, alors, 2 petites secondes. Tu veux me dire quelque chose, mon ange? T'es sûr? T'es sûr? Vas-y, comme tu veux. D'accord? Chauffe, agis. Attention, il allait nous couper la connexion. Viens. N'enlève pas la prise d'Internet, hein? Ok? On enlève la prise de ce que tu veux. Parabole. Désolé.
Observez que le corona touche pas n'importe quel organe, il touche les poumons. Le poumon, c'est le siège de la Ouais. tristesse, de la nostalgie, de l'abandon, du manque d'air. Et c'est marrant qu'un virus qui touche l'organe de l'air nous oblige finalement à manquer d'air en confinement. Donc, un système fragilisé est un système triste. Une personnalité qui est dans la tristesse, la mélancolie, le deuil mal fait, la nostalgie, etc., est une personnalité qui va être très fragilisée par rapport au coronavirus. Cultivons la joie, s'il vous plaît. Regardez des caméras cachées, rigolez. On ne sait pas de quoi demain est fait. Coronavirus nous rappelle l'urgence de vivre dans la joie, parce que nous qui pensons que nous avions encore du temps devant nous, ben, nous sommes face à un virus qui a prouvé qu'il pouvait terrasser rapidement. Et en tout cas, moi, je recommande de cultiver la joie. L'acte le plus altruiste qui soit aujourd'hui, observez aussi que c'est l'égoïsme. M'occuper de moi, c'est protéger l'autre. Plus je reste chez moi, plus je m'occupe de moi, mieux je reviendrai vers l'autre. Et plus que jamais, l'égoïsme est devenu la clé de l'altruisme. Je trouve ça assez extraordinaire. La suite, on la connaît pas, le corona y est et il y reste. Je vous propose, comme je l'ai dit avant, d'apprendre à vivre avec, de prendre des mesures de sécurité, ne pas jouer à cache-cache, rajouter ça à ma liste de mes peurs. Attraper le coronavirus, je vous le rappelle, ne veut pas dire mourir du coronavirus. Attraper le coronavirus, c'est attraper quelque chose dont j'ai 98% de guérir, et puis voilà, et puis c'est tout. Euh, et focus sur le système immunitaire, le jeûne. C'est exceptionnel. Je pense que le confinement et le coronavirus n'auraient pas pu venir à une meilleure période que celle-ci, parce que nous sommes obligés de jeûner. Rien ne renforce le système immunitaire, si ce n'est le jeûne ramadanesque. Attention simplement à comment vous casser le jeûne, au ftour, mais ne pas manger pendant 16 heures, 18 heures en ce moment, c'est d'une exceptionnelle renforcement. C'est une aubaine formidable pour nos systèmes immunitaires. Le jeûne sec est encore plus puissant que le jeûne hydrique. Faites des exercices de respiration, attention à ce que vous mangez, beaucoup de légumes, mangez des fruits, ne faites pas de jus de fruits, faites du jus de légumes, des légumineuses. Il y a beaucoup de plantes aromatiques. Le printemps est plein de produits qui arrivent et le système immunitaire peut être renforcé, travaillé d'une manière exceptionnelle. On peut revenir là-dessus pendant le débat si vous le souhaitez. Mon dernier point, vivons notre vie sans aucune recherche autre que l'acceptation de ce qui est. C'est comme si nous avions pas le choix. Nous avions le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter ce qui nous arrive euh, et de ce que nous sommes. Et ça porte un nom au développement personnel. Ça s'appelle la résilience, mes amis. La résilience, c'est s'adapter malgré le stress chronique. La résilience, c'est transformer la difficulté en force motrice. Premier principe de la résilience, c'est l'évidence. Les catastrophes arrivent, des tsunamis, des virus, des bactéries, des tremblements de terre, des morts, des maladies, des souffrances. Voilà, coronavirus vient simplement rajouter une ligne à cette liste-là, mais sincèrement, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ça, c'est une phrase de Nietzsche que j'aime beaucoup. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Troisième point, tu en as vu d'autres. On a été largué, giflé, rejeté, trahi, abandonné, sali, humilié, et on a traversé ça. Quatrième point, ça aussi, ça passera. Ça aussi, nous traverserons.